Bonjour, je remercie le bureau du Saint-Goff de m'avoir invité à parler de ce sujet. Je remercie également mes collègues du Collège de gynécologie du Centre Val-de-Loire pour leur relecture. Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien d'intérêt avec les plateformes que je pourrais citer dans cette présentation. Je pense que tout le monde aura l'ensemble des diapositives et donc je passerai assez rapidement sur certaines d'entre elles pour garder le temps de présentation qui est limité. Alors, le monde d'avant, c'est la première fois en juillet 2009 dans la loi HPSP qu'apparaît le terme de télémédecine. Je vous fais remarquer que la présence est obligatoire pour un professionnel médical, médecin, sage-femme ou chirurgien dentiste. Et on passe en revue là toute la procédure diagnostique, thérapeutique et de surveillance. Alors, c'est des cas d'application qui restent tout à fait en vigueur encore aujourd'hui. J'insiste sur le consentement libre et éclairé de la patiente, le respect du secret professionnel, toute la sécurisation des échanges de données, l'obligation de la tenue du dossier médical, l'authentification des professionnels et le rôle clé apporté à l'ARS qui vient d'être créée. Les définitions des 5 actes de télémédecine et vous remarquez que le téléconseil n'en fait pas partie. Et donc, on va parler aujourd'hui de téléexpertise et téléconsultation. Alors, il va s'en suivre à peu près une petite dizaine d'années d'expérimentation, de rapports, de recommandations pour arriver à l'avenant 6 de la Convention médicale en 2018 qui débloque un peu la situation avec l'ouverture de la téléconsultation à tous les médecins, l'importance des plateformes avec leur réglementation, la nomenclature des actes de téléconsultation et de téléexpertise qui sont donc codifiés et facturés dans le cadre du parcours de soins. Mais apparaît un acteur imprévu, notre ami le SARS-CoV-2. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En février 2020, il y avait à peu près 40 000 téléconsultations dans le mois. Et 2 mois plus tard, on en est à plusieurs millions. Un travail qui a été publié par l'adresse en septembre 2020 analysait un panel de médecins généralistes et on voit que 75% d'entre eux s'y ont mis rapidement. Ce sont plutôt les plus jeunes, moins de 50 ans, les femmes, celles et ceux qui travaillent dans des cabinets de groupe, des MSP, dans les départements les plus concernés par l'épidémie. On voit que nos collègues mettent en avant les problèmes de connexion, d'échange, mais pas du tout ceux de facturation, ce qui montre la réactivité de nos caisses primaires. Au total, il reste en fait un tiers quand même de nos collègues médecins généralistes qui ne sont pas entièrement convaincus. En ce qui concerne le profil des patients, on le retrouve dans le travail publié par la Caisse nationale d'assurance maladie dans son rapport de cet été, où on voit qu'avant le confinement, c'est surtout les plus jeunes, les urbains, et au moment du confinement, les seniors s'y mettent de plus en plus, et chose intéressante, ils vont rester fidèles après. On voit quand même que 80% des patients sont restés dans le parcours de soins avec leur médecin traitant. Ça, c'est une chose importante. Chose aussi importante, la moindre proportion des titulaires de CMU dans ce profil. Et l'inégalité aussi selon les territoires. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu dans la santé. Alors, en ce qui concerne la téléexpertise, on voit sur cette diapositive que ça n'a pas été le raz-de-marée. Je rappelle que la téléexpertise, c'est simplement la formalisation de la vie téléphonique qu'on a connue depuis toujours entre 2 professionnels médicaux, un requérant et le requis dit expert. Dans cette diapositive, je résume les éléments clés de la procédure avec l'obligation de passer par un logiciel de sécurisation des échanges respectant donc les données réglementaires. La facturation est un petit peu plus compliquée, elle est faite par le requis et je note à noter qu'il n'y a pas de dépassement qui est autorisé. On a 2 niveaux simplement de téléexpertise.
Alors, quels sont les avantages, les inconvénients pour les deux parties? Je pense que les avantages sont bien supérieurs aux inconvénients. Parmi ces inconvénients, c'est le temps passé, bien entendu. On y passe plus de temps que par un simple coup de fil, mais c'est le gage qu'il faut donner à la sécurité, notamment médico-légale, et à la qualité des échanges, à leur précision. Alors, la COVID-19 a provoqué des conséquences. Très rapidement, notre CPTS, par exemple, a mis en place un annuaire des experts spécialistes avec une adresse mail dédiée. Et vous avez vu que récemment, le ministère a demandé justement aux CPTS et, si ce n'était pas le cas, aux ARS, d'établir un annuaire d'experts dans les spécialités concernées par la COVID-19. Elle a élargi la téléexpertise aux autres professionnels de santé, et ça me semble frapper du coin du bon sens, et avec toutes les dérogations qui sont maintenues, y compris le téléphone, pour rendre cet avis jusqu'à la fin de l'année et probablement au-delà. En ce qui concerne la médecine, là, on peut parler de tsunami, comme vous le voyez sur cette diapositive. La téléconsultation, vous connaissez tous la définition. J'ai rappelé sur cette diapositive les éléments clés déterminés par le guide HAS de mai 2019, pardon, avec l'importance de connaître le patient dans l'année précédente, l'utilisation d'une plateforme réglementaire, la tenue du dossier, etc. Les principes forts étaient la territorialité, ce qui est très compliqué dans certaines régions comme la nôtre, avec sa démographie médicale extrêmement pauvre. Le rôle important donné aux organisations CPTS, MSP, avec le pilotage de l'ARS et le parcours de soins coordonné. Mais dès le début du confinement, le pragmatique prend toute sa place et tous ces garde-fous sont un peu balayés. Tout devient possible, WhatsApp, Skype, même le téléphone. On peut envoyer les ordonnances par messagerie simple. Il n'y a plus aucune limite d'acte. On n'a plus besoin de connaître le patient. Le remboursement à 100%, et la possibilité de faire des consultations complexes, les premières ou deuxièmes consultations d'IVG, par exemple. On va avoir de très nombreux guides et autres fiches rapides pour nous aider, une très forte sollicitation vers les autres professionnels de santé et pas seulement les infirmières libérales, le développement des plateformes qui se jettent sur le marché avec souvent des propositions de gratuité pendant toute la période du confinement et avec certaines dérives, on y reviendra. Toutes les dérogations sont maintenues jusqu'à la fin de l'année. Alors, on rappelle qu'une téléconsultation, c'est une consultation avec ses importances en termes de qualité. Il faut s'y préparer avant, tant soi-même, en préparant les documents, les ordonnances qu'on va envoyer, que pour la patiente qui doit tester sa connexion. Pendant l'entretien, importance de toujours être attentif à la qualité de la connexion audio et vidéo, se préoccuper de la confidentialité. Attention à une petite personne imprévue qui vient derrière la patiente et qui va rompre la confidentialité. Toujours être capable de remettre en cause la pertinence de cette téléconsultation parce que la connexion n'est pas bonne, parce qu'on se rend compte qu'il va falloir un examen clinique et donc savoir interrompre cette téléconsultation. Et après, ne pas oublier la tenue du dossier du patient et la facturation, bien sûr. Tout cela prend un petit peu de temps. Alors, sur cette diapositive, j'ai résumé les éléments clés de la facturation, de remboursement. J'y passe très rapidement. Juste vous dire que les possibilités de dépassement existent comme pour n'importe quelle consultation présentielle. Je préfère euh, ma, appuyer sur les cas d'usage en gynécologie obstétrique. C'est un résumé du travail qui a été fait par un groupe de la Fédération nationale des collèges de gynécologie et aussi un sondage fait par Doctolib pour la profession au printemps. Eh bien,
Les cas d'usage de gynécologie, très facilement, bien sûr, la discussion d'un résultat pathologique, un frottis, l'adaptation d'un traitement, la prise en charge d'une infection simple comme une cystite, le suivi d'une pathologie sans complications comme la ménopause, voire même un suivi de cancer du sein. Ça peut être aussi, en contraception IVG, la gestion d'un oubli de pilule, une consultation entre 2 consultations présentielles pour un renouvellement d'ordonnance, la première consultation d'IVG pour, recueillir les données, la consultation de contrôle d'IVG. En infertilité, c'est le suivi du monitorage de la patiente. En obstétrique, ça peut être surtout la discussion d'un résultat de dépistage de trisomie 21, anormal avec l'explication d'un DPNI. C'est la gestion des petits maux de la grossesse, c'est aussi le suivi d'un diabète gestationnel avec éventuellement l'aide de plateformes de télésurveillance comme MyDiaby. Je la cite parce qu'avec cette plateforme, on peut faire une téléconsultation euh, actée sur le diabète. Bref, toute cette liste, c'est à chacun de juger de la pertinence des cas d'usage, de l'adapter dans sa pratique personnelle. J'ai mis ici des petits points d'interrogation sur certains cas qui peuvent prêter à discussion. Préparer une première consultation présentielle, bon, pourquoi pas, tout est à discuter et on l'adapte à sa pratique. Alors, bilan de 2020, téléexpertise et téléconsultation vont devenir des outils qui vont s'intégrer dans notre pratique clinique du professionnel libéral. Ça va avec le développement du numérique en santé. Dans ce schéma, j'ai rédigé euh, les, le projet de nos tutelles pour le plan numérique 2022. Vous voyez que ce n'est pas simple. Il faut quand même garder à l'esprit un certain nombre de fondamentaux. Pour ma part, je pense que la connaissance préalable du patient, c'est un gage de qualité et de sécurité. Avantage d'une plateforme bien choisie, déterminer les cas d'usage dans sa pratique, l'élargir aux autres professionnels de santé, ça c'est évident, et discuter les conditions d'accès direct par le patient. Il faut se méfier des dérives. Attention à la territorialité, à l'authentification du professionnel de santé. On a vu que certaines plateformes d'accès direct avaient dérivé. Je ne reviens pas sur arrêtmaladie.fr qui a défrayé la chronique. Il faut savoir que Amazon aux États-Unis a racheté une plateforme de téléconsultation et vend maintenant directement les médicaments. Le morcellement de la continuité des soins peut poser problème dans notre pratique qui est dans lequel où il y a beaucoup de prévention. Enfin, s'attacher au problème de la couverture numérique du territoire où on exerce, le problème de l'accès aux nouvelles techniques d'information et de communication. On a vu le problème de la plus faible représentation des titulaires de CMU. Alors, il faut aller de l'avant. Le développement des plateformes régionales de e-santé, pour moi, ont un rôle différent des plateformes commerciales. Elles ont un rôle important, notamment dans la formation et la formation continue. Les plateformes commerciales doivent répondre aux critères de sécurité, ça va devenir des collaborateurs directs, hein. Et puis, il faut certainement organiser le téléconseil dans le même acte de télémédecine, comme le demande le Conseil national de l'ordre des médecins. Il va y avoir développement d'un dossier personnel numérique, à l'évidence, avec des outils connectés, avec un bracelet connecté. Maintenant, on peut faire un ECG, utiliser les aides à la décision dans le cadre de l'intelligence artificielle. Je dirais en conclusion que téléexpertise et téléconsultation sont complémentaires de la consultation présentielle classique. Elles doivent s'intégrer dans notre pratique en utilisant tous les outils numériques les plus évolués et bien entendu réglementaires. Les plateformes vont devenir des partenaires, mais c'est quand même à nous de rester maîtres d'œuvre de la relation. Les fondamentaux établis par nos recommandations et par celles du Conseil de l'ordre doivent, à mon avis, retrouver une place indépendamment des cas d'urgence, comme la situation sanitaire que nous vivons, ou le patient en urgence qui n'a pas de médecin traitant et qui va utiliser une plateforme chez son pharmacien, par exemple. Ces deux méthodes, pour moi, sont importantes, téléconsultation et téléexpertise, dans l'établissement d'une relation nouvelle, indispensable, qu'il va falloir créer avec nos collègues sages-femmes et aussi médecins généralistes, étant donné la démographie irrémédiable
de notre spécialité. Dans ces dernières diapositives, je mets quelques ressources documentaires et je vous remercie de votre attention.